Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mes amis, aujourd'hui nous allons plonger dans une histoire de paranormal. Alors préparez-vous à plonger dans cette histoire qui va vous donner des frissons et qui va vous faire douter de la réalité. Accrochez-vous car je vais vous raconter l'histoire, euh, deux histoires à vrai dire, et toutes les deux c'est véridique. Je vais commencer avec l'histoire du poltergeist d'Enfield. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire, suivie d'une deuxième, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette vidéo et d'enclencher la clochette, ça vous permettra d'être averti des prochaines publications. Vous avez aussi un site web à votre disposition, donc n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil pour voir ce que je vous propose. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de deux affaires. Nous allons parler de poltergeist d'Enfield ainsi que de l'horreur de la maison d'Amityville. Ce sont deux histoires très réelles, mes amis, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Le poltergeist d'Enfield, le début de ce cauchemar commence en 1977 et tout commence dans une petite maison de banlieue et plus précisément au 284 Green Street à Enfield, en Angleterre. Alors, nous avons Peggy Hodgson, une mère célibataire qui vit avec ses 4 enfants dans cette petite maison. L'été 1977, les choses prennent un tournant effrayant dans ce foyer, dans cette maison. Et tout commence par des simples bruits étranges, d'accord? Donc des petits coups dans les murs, des grincements inexplicables, mais très vite, ces événements deviennent de plus en plus violents. Les meubles commencent à bouger tout seuls, les objets volent en air, hein, comme ça, hein, tout seul. Et du coup, Jeannette, une des filles de cette jeune maman célibataire, âgée de 11 ans, commence elle aussi, avoir des comportements étranges et bizarres. D'ailleurs, elle commence à être le centre d'activité paranormale, mais incompréhensible. Pourquoi une petite fille, hein, une fillette de 11 ans serait au centre de ces phénomènes? Alors, un esprit malveillant ou une possession? Et c'est là que ça commence à devenir, je dirais, intéressant. Les phénomènes vont s'amplifier de jour en jour. Des voix étranges se font entendre, venant de nulle part. Jeannette, cette petite fille de 11 ans, est projetée hors de son lit par une force invisible. Des objets lévitent devant les témoins. Et oui, parce qu'il y a des témoins. La jeune fille parle soudainement avec une voix rauque. Elle change en fait de tonalité, de son de sa voix, comme si une présence parlait à travers elle. Les voisins de cette maman célibataire et ses 4 enfants sont terrifiés par ce qu'ils voient et du coup finissent par appeler la police. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes et je dirais aussi plus excitantes pour ceux et celles, hein, qui aiment ces frissons. Alors, la police et les experts sont impuissants face à ces phénomènes. Il faut dire que 2 agents de la police se rendent sur place. L'un des officiers est, Caroline Epps, voit une chaise bouger toute seule de l'autre côté de la pièce là où elle se trouve. Elle raconte plus tard que personne ne l'avait touchée, cette chaise. Pourtant, la policière, impuissante, conclut que ce n'était pas une affaire criminelle et quitte les lieux. Les médias s'emparent de l'affaire et je pense que vous commencez à comprendre de quelle histoire nous parlons parce qu'elle est très connue et beaucoup de reportages, aussi des films ont été, hem, pris, ont été faits et on a pu effectivement filmer certaines choses, reproduire certaines choses. Des reporters, des rechercheurs aussi du paranormal et des médiums donc viennent enquêter dans cette petite maison et parmi eux, nous trouvons Maurice Grosse et Guy Lyon
Playfair, des experts du paranormal qui commencent à enregistrer des phénomènes très effrayants. C'est des enregistrements à glacer le sang, mes amis. Gross et Playfair installent des micros et capturent des sons inexplicables. Mais ce qui les choque le plus, ce sont les voix démoniaques qui sortent de la petite fille Jeannette. Une petite fille, en fait, qui change de comportement en quelques secondes seulement. Dans ces enregistrements, on entend une voix grave et rauque, se présentant comme Bill Wilkins, donc un ancien habitant de la maison. Et il prétend être mort dans un fauteuil, exactement là où les phénomènes se produisent le plus souvent. Mais ce n'est pas tout. Un médium enquête et confirme qu'une entité puissante prend le contrôle de Jeannette. Des témoins affirment que Jeannette lévite au-dessus de son lit. Une photo célèbre capture Jeannette justement projetée en air, comme si une forme invisible la soulevait. Et je pense que du coup, hein, vous mettez vraiment un visage sur ces phénomènes, n'est-ce pas? Je vous répète que c'est un événement qui s'est produit réel, qui est très, très, très connu dans le monde entier. Vous pouvez trouver énormément de photos et de contenu sur ces affaires. Maintenant, il y en a qui parlent de supercherie, mais il y en a qui pensent que c'est vraiment un phénomène paranormal. Certains sceptiques pensent que Jeannette et sa sœur auront simulé plutôt certains événements, mais beaucoup d'éléments restent quand même inexpliqués parce que ça reste des enfants, il faut avoir une imagination débordante et les outils aussi de mettre en place certains phénomènes, quoi, hein, d'accord? Changer la voix, vous me direz, c'est facile, mais la lévitation, eh, bon, franchement, avec tous les témoignages, les enregistrements et les phénomènes inexpliqués, il est quand même difficile de croire que tout a été inventé par 2 fillettes. Et puis les poltergeists sont souvent liés à une forte énergie émotionnelle, comme celle, par exemple, d'une famille en difficulté, d'un enfant en pleine adolescence. Et c'est le cas de la petite Jeannette, d'accord, avec une maman célibataire, sans une présence masculine d'un papa, les difficultés qui accompagnent cette famille. On pourrait imaginer que cette énergie émotionnelle, cette forte énergie émotionnelle puisse effectivement donner à cet enfant, comment dire? L'énergie, suffisante pour créer, des événements, inexplicables. Si l'esprit de Bill Wilkins hante encore la maison dans le fil d'aujourd'hui, on devrait quand même avoir certainement des retours de cette maison, n'est-ce pas? Mais à ce jour, ça semble que l'activité semble être apaisée. Ou en tout cas, on n'en parle pas comme on en a parlé en 1977 avec cette petite fille. Maurice Grosse, qui a passé des mois avec la famille, était convaincu que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre dans cette maison et donc pas le fruit de l'imagination ou même tout simplement cette énergie peut-être d'attirer une attention de cette jeune petite fille. Après plusieurs mois d'activité intense, les phénomènes ont commencé à diminuer. Mais Jeannette a confié des années plus tard que des événements étranges se produisent toujours dans la maison. Bon, je ne sais pas si à ce jour, c'est toujours cette famille qui occupe cette maison et c'est pour ça que ça serait fort intéressant de voir si les phénomènes continuent, peut-être de façon moins violente, mais qu'ils continuent. En tout cas, bien des années plus tard, après cet événement qui a marqué le monde entier, la jeune fille devenue une jeune femme dit qu'il y a eu encore des événements étranges qui se sont produits. Jeannette fait aussi une révélation. Des années après, elle avoue que Bill Wilkins existait vraiment. Bill Wilkins, rappelez-vous, c'est l'ancien propriétaire qui habitait cette maison. Il semblerait que son fils a confirmé qu'il était bien mort dans un fauteuil, exactement comme l'esprit l'avait décrit. Parce que si vous revenez en arrière, je vous ai bien dit que Bill Wilkins était l'ancien propriétaire de cette petite maison que Janet occupait avec sa maman et ses frères et sœurs, et que effectivement cet homme avait décédé dans son fauteuil. Donc l'enfant de cet homme a bien confirmé plus tard que son père était mort exactement tel qu'il l'avait dit. Elle a réussi à révéler
que l'expérience l'avait traumatisé à vie et que même après avoir quitté du coup la maison, quelque chose semblait toujours la suivre. Donc la maison n'était plus habitée par Jeannette, certainement plus pour sa maman et j'imagine que ça n'est plus habité non plus par une de ses frères et sœurs. Et ça serait du coup là intéressant de savoir quelle activité règne dans cette maison à ce jour. Alors, est-ce un cas de paranormal, de phénomène inexpliqué ou une porcherie, une supercherie plutôt? Le poltergeist d'Enfield reste l'une des affaires les plus documentées et les plus effrayantes de l'histoire du paranormal. Même aujourd'hui, personne n'a pu expliquer tous les phénomènes qui se sont produits dans cette maison, hein, à l'étonnement aussi de la police de l'époque. Mais je vais vous donner quand même une autre histoire aussi flippante de faits réels, ce qui permet de comprendre est-ce que ces événements sont vraiment le fruit d'une réalité existante dans le monde invisible, qui nous surprendra toujours et qui nous dépasse et qui nous reste parfois inexpliqué, incompréhensible, ou vraiment l'imagination de l'homme et aussi sa capacité à monter de toutes pièces des scènes horrifiantes puissent bel et bien exister. Moi, je vous dirais les 2. Bien sûr qu'il y a des hommes, des humains qui sont capables de vous monter des scènes d'horreur et d'accord et ça reste une supercherie juste pour faire le bug et juste pour, voilà, s'inventer peut-être un petit moment de gloire. Mais je reste convaincue aussi que ce monde invisible, effectivement, peut avoir une présence dans notre monde physique. Tout en sachant, par contre, que si vous affrontez ces événements sans peur, vous ne les alimentez pas parce que les entités ont besoin d'énergie pour pouvoir se manifester. Plus vous leur donnez de l'attention, plus effectivement, vous leur donnez la possibilité de se manifester. Et tenez présent, et c'est toujours intéressant de se le rappeler, qu'en tant qu'entité, d'accord, fantôme, qu'est-ce que vous voulez, ça reste une énergie. Ils font partie des morts et vous, vous êtes vivant. Et en tant que mort, il ne peut pas vous attendre physiquement. Encore une fois, s'il vous attend, c'est que votre peur les alimente. Donc, il faut savoir maîtriser ces situations. Mais c'est pas facile, je vous le confirme, d'accord? Il faut vraiment avoir une fermeté absolue pour chasser certaines entités. Maintenant, une autre histoire qui est assez cinglante et frissonnante, d'accord, qui donne vraiment la chair de poule, c'est l'horreur d'Amityville. Donc, il y a eu un massacre vraiment cinglant, un cauchemar qui commence en 1974, donc 3 ans avant l'histoire de la petite fille Jeannette. Alors, tout commence entre la nuit du 13 novembre au 14 novembre 1974, dans la petite ville d'Amityville, sur le Long Island aux États-Unis. Ronald DeFeo Jr., un jeune homme de 23 ans, massacre toute sa famille pendant leur sommeil avec un fusil de chasse. Ses parents sont retrouvés criblés de balles dans leur lit et ses 4 frères et sœurs subissent le même sort, allongés face contre les oreillers. Et ça aussi, je pense que vous en avez entendu parler. Fait troublant, aucun des voisins n'a entendu les coups de feu, malgré la puissance de l'arme. Plus étrange encore, aucune des victimes ne semble avoir bougé ou tenté de fuir, comme si une force invisible les avait paralysés. Maintenant, vous me direz, les premières victimes, en étant en état de sommeil, n'ont pas eu le temps de fuir. Mais les rebondissements de ces coups de fusil, qui sont assez forts quand même, ils auraient dû réveiller les autres personnes et donc essayer de s'échapper, de se cacher. Or, effectivement, il semblerait que rien n'est venu perturber le sommeil de toute cette famille, hein. Bon, quand on a interrogé le jeune homme, Ronald DeFeo, qui finit par avouer les meurtres, il prétend quand même qu'il a été poussé par une voix démoniaque qui lui répétait tuez-les tous. Il est du coup condamné à 6 peines de prison à perpétuité, mais l'horreur d'Amityville ne fait que commencer. L'aménagement des Lutz dans cette maison, hein, hein, c'est une descente aux enfers pour eux, hein. Donc un an plus tard, ces macabres faits
sanglantant, vraiment de ce drame familial. En décembre 75, la maison du 112 Océan Avenue est mise en vente à petit prix, vraiment à un bas prix. Elle est magnifique, elle est grande, avec une vue imprenable sous la rivière. Et donc, Georges et Cathy Lutz, un jeune couple avec leurs 3 enfants, sautent sur l'occasion pour devenir propriétaires, pour hein, concrétiser leurs rêves et pour y aménager. Ils n'y resteront que 28 jours, mes amis, hein, donc leur rêve, je peux vous dire, qui est de courte durée, hein. Dès leurs installations, des phénomènes étranges se produisent. Des bruits inexpliqués qui résonnent dans la maison, surtout la nuit. Des portes qui claquent toutes seules, des objets qui changent de place. Une substance verte, visqueuse, hein, qui coule des murs, des plafonds. Bon, Georges Lutz, lui, par contre, il se réveille chaque nuit à 3h15. Et il faut dire que l'heure 315 est l'heure exacte du massacre du Déféo, où le jeune Déféo a massacré toute sa famille à coups de fusil, hein, en les tuant. Il y a des ombres aussi qui se déplacent dans la maison et une voix qui murmure des mots incompréhensibles. Mais ce qui terrifie le plus cette famille, qui a aménagé une année plus tard, après le drame de Defeo, c'est la présence d'identités démoniaques qui semblent hanter la maison. Alors, les yeux du démon sont rouges, mes amis. Donc, c'est assez quand même effrayant, surtout la nuit, de voir 2 yeux rouges vous observer et puis, bon, voilà, circuler dans la maison. L'une des expériences les plus glaçantes, qui vit cette famille est due à leur petite fille de 5 ans, Missy. Elle commence à parler d'un conchon démoniaque, une créature avec des yeux grands et rouges qui lui rendent visite la nuit et qui communique avec elle. Un soir, la maman, Cathy Luz, surprend donc sa fille de 5 ans, Missy, en train de parler toute seule dans sa chambre. Elle regarde par la fenêtre et voit 2 yeux rouges qui brillent et qui la fixent depuis l'extérieur, alors qu'il n'y a aucun animal dehors, hein. En fait, c'est tout simplement cette entité démoniaque qui, au travers de la vitre, ben, lui présente sa présence. Plus tard, le papa, Georges, sent une présence malveillante dans la maison. Il a l'impression d'être possédé. Il devient agressif et ressent souvent le besoin irrépressible de rester près du foyer et près de la cheminée, comme s'il cherchait à s'y réchauffer. Mais la température de la maison était tout à fait normale. Et pour lui, il y avait ce besoin viscéral de rester près du foyer de la cheminée pour sentir une chaleur. Les Lutz sont en bout de force. Ils en peuvent plus. Ils font appel à un prêtre pour bénir la maison, mais c'est là que les choses tournent au cauchemar. La bénédiction réveille la terreur, hein. Dès que le prêtre entre dans la maison, il est frappé par une force invisible. Une voix qui lui ordonne de partir immédiatement. Sortez d'ici. Il s'enfuit terrifié, le prêtre, hein, et prévient la famille. Leur dit: ne dormez pas dans cette maison. Mais il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Cathy Lutz, la maman, commence à voir des marques de griffures sur le corps. Georges voit des ombres noires bouger dans leur lit la nuit. Et lors de leur dernière nuit dans cette maison, parce qu'à un moment donné, vraiment à bout, ils se décident quand même de prendre une décision. Et c'est la décision de quitter la maison. Lors de cette dernière nuit dans cette maison, il y a un vacarme infernal. Il y a des hurlements inhumains qui résonnent dans la maison, des meubles qui sont projetés contre les murs. Une force invisible soulève Cathy et la jette contre le sol. Ses yeux rouges réapparaissent dans l'obscurité. Ils sont tellement terrifiés qu'ils n'attendront même pas le lendemain pour s'en aller, mais ils s'enfuient en pleine nuit et n'y remettront plus jamais les pieds dans cette maison. L'enquête et les zones d'ombre de cette affaire. L'affaire prend vraiment une ampleur médiatique énorme. C'est une histoire qui est très connue aussi. Il y a des enquêteurs de paranormaux, heu,
comme le grand et la grande Ed et Lorraine Warren, hein, que tout le monde connaît, les célèbres démonologues de Conjuring, dont on en a fait aussi des trilogies, hein, il y a des films à ce sujet, viennent analyser cette maison. Lors de leur visite, une photo terrifiante est prise. On voit l'ombre d'un petit garçon aux yeux blancs alors que la maison était vide. Des médiums et des exorcistes confirment que la maison est hantée par une présence démoniaque extrêmement puissante. Certains pensent même que la maison serait construite sur un ancien lieu de rite occulte. Mais des sceptiques accusent les Luz d'avoir tout inventé pour se faire de l'argent. Pourtant, la famille a toujours maintenu son histoire et plusieurs propriétaires successifs ont apporté des phénomènes inexpliqués et finissent toujours tous par partir. Aujourd'hui encore, hein, le 112 Océane Avenue attire des curieux, mais la maison a été modifiée pour éviter les visiteurs, hein. Donc, les habitants disent entendre toujours des bruits étranges et surtout des phénomènes qui se produisent la nuit. Alors, mes amis, hantise, phénomène inexpliqué, simple canular, je dirais, vous pouvez vous faire votre point de vue là-dessus. Mais, les phénomènes qui ont été décrits par ces 2 affaires et surtout par celle-là de la famille Luz, hein, donc qui a pris possession des lieux de la maison d'Amityville, reste quand même l'une des plus grands mystères du paranormal jamais étudiés, hein, étudiés et approfondis. Parce qu'effectivement, tout prend naissance quand même, déjà de la famille précédente. Ce jeune homme de 23 ans qui perd la raison et qui se dit, heu, incité par une voix à massacrer toute sa famille, à tuer toute sa famille. Donc il y a vraiment quelque chose de louche avec cette maison. Cette histoire a trop de témoignages, de preuves troublantes et d'événements inexpliqués pour être juste un canular. Et puis quand des experts du paranormal comme Ed et Lorraine Warren disent que cette maison rafferme une présence démoniaque puissance, il y a de quoi frissonner, hein. Ce sont 2 grands démonologues de grande réputation, vraiment des personnes qui connaissent ce domaine très bien. L'un des éléments les plus glaçants, c'est la photo de ce petit garçon aux yeux blancs, pris dans la maison après le départ des Luz. Si c'était un faux, un canular, alors il est sacrément bien fait, hein. Et puis bon, je ne vois pas l'intérêt des Lorraine, de monter, une photo pour prouver, leurs compétences. Ça me paraît quand même assez déplacé. Mais si c'était réel, alors quelque chose de maléfique habite toujours ces murs, encore de nos jours, en 2025. D'ailleurs, certains disent que les nouveaux propriétaires se continuent à ressentir une étrange énergie dans la maison, même après avoir changé son apparence, pour éloigner les curieux, comme si le mal, en fait, ne voulait pas partir, il était imprégné dans ces murs. La maison a été modifiée de façon à qu'on ne la reconnaisse pas, pour ne pas attirer la curiosité des autres et pour essayer justement de lui donner une autre allure. Mais rien n'est fait. À l'intérieur de cette maison, il y a quelque chose qui reste et qui ne veut pas s'en aller. Si les âmes tourmentées restent coincées entre notre monde et l'au-delà, c'est parce qu'elles ont encore quelque chose à accomplir ou une vérité à révéler avant de partir vers la lumière. Il y a peut-être une justice qu'on veuille, d'accord? Il y a eu quand même des assassinats dans cette maison et qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir encore avant? Ça aurait été curieux, hein, que, les enquêteurs se penchent sur la construction des lieux et sur les précédentes familles qui ont habité. Il est fort possible qu'il y a effectivement des entités qui errent et que du coup elles sont méchantes parce que devaient accomplir quelque chose qu'ils n'ont pas pu. Ils ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils sont partis et que donc ils sont dans un monde où ils ne peuvent plus interagir physiquement. Ça peut être aussi une injustice, ils veulent la vérité, ils veulent la justice, ça peut être tellement de choses. Dans le cas d'Amityville, peut-être que les victimes de défaits, hein, donc toute cette famille qui a été massacrée ou d'autres esprits liés à un passé bien plus lointain, essayent tout simplement désespérément de se faire entendre. Mais que l'énergie négative qui entoure la maison les empêche de trouver la paix et empêche aussi tout simplement de laisser passer
un message. C'est peut-être des âmes qui ont besoin de passer dans la lumière, qui veulent justice, qui veulent faire entendre une vérité, qui veulent peut-être, voilà, dire quelque chose, qui ont besoin de comprendre, qui sont partis de façon violente, inexpliquée, et ils l'ont peut-être même pas compris. Quand on prend qu'il y a des enfants qui ont perdu la vie dans leur sommeil, bah, ces enfants n'ont peut-être pas compris qu'ils ne font plus partie de ce monde. Mais c'est tellement négatif de coup qu'on a du mal vraiment à entendre leur message et à pouvoir les aider à trouver la paix. Il y a quelque chose qui échappe à toute cette histoire. Et si les entités démoniaques dont te parlent certaines n'étaient que des esprits qui ont trop souffert et au lieu de chercher la lumière sont devenus prisonniers de leur propre douleur, c'est une possibilité, mes amis. Vous savez que le monde des esprits est très vaste. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas et il y a beaucoup trop de choses dites à ce sujet qu'elles sont fausses. Il est fort possible aussi qu'effectivement, ces esprits qui sont devenus méchants, d'accord, sont en colère et qui ont besoin, en fait, ils sont prisonniers de leur douleur. Voilà, parce qu'il y a eu de l'injustice, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi on perdu la vie, pourquoi cet acharnement contre eux, voyez. Donc, ça peut avoir vraiment des faits surprenants, vous savez. C'est pas parce qu'on meurt qu'il n'y a plus rien. Et ben voilà. Bon, à chacun de croire ce qu'il veut de ces histoires. Je crois que oui, hein, et c'est une vision très spirituelle et apaisante du paranormal, de croire qu'effectivement, il y a des âmes qui errent parce que injustement ont perdu la vie et que de coup, ben, ne voulons pas rentrer par volonté dans la lumière parce qu'on a encore des choses à accomplir, à dire, une justice, une vérité, hein, ben, ne veulent pas partir. Parce que du moment qu'ils partent, j'en suis sûre que le calme reviendrait. Beaucoup de médiums, de personnes sensibles aux énergies, croient que les esprits restent bloqués à cause d'une émotion forte. La peur, la colère, la tristesse, ou même la compréhension de leur propre mort. Certains disent que pour les aider à passer dans la lumière, il faut les écouter. Parfois, ils veulent juste être entendus. Leur parler avec bienveillance, leur expliquer qu'ils ne sont plus de ce monde et qu'ils doivent avancer, aller vers la lumière. Les guider en visualisant une lumière et en les encourageant à s'y diriger. Faire des prières ou des rituels de passage. Beaucoup de traditions utilisent l'encens, la bougie blanche et les prières pour libérer une âme. Je crois fortement à cela. Il y a des âmes, malheureusement, qui sont perdues, d'accord, parce que ne s'attendaient pas à finir ainsi, ils ne s'attendaient pas à mourir et ils n'ont même pas du tout compris qu'ils sont morts. Alors, affronter ces entités sans peur permet déjà de ne pas les alimenter, mais plutôt être dans une approche bienveillant, de leur dire qu'ils ne font plus partie de ce monde, mais que si éventuellement veulent partir, vous pouvez les accompagner, que c'est tellement mieux de l'autre côté, qu'ils peuvent toujours revenir quand ils veulent pour rendre visite aux gens qu'ils aiment. Voilà. Mais mes chers amis, il faut le faire avec une petite notion quand même de quelque chose, et puis surtout en croyant bien que ce monde existe, et surtout en sachant vraiment savoir mettre une barrière entre vous et le mal, hein, parce que sinon le mal, effectivement, peut s'en prendre à vous parce que c'est vous en tout cas qui lui donnez la permission, hein, le pouvoir d'interagir avec vous. Donc voilà pour ces 2 petites histoires que je pense que vous connaissez. J'espère que ça vous fait toujours plaisir d'entendre des petites histoires pour, vous détendre un tout petit peu, pour changer un peu, de tous ces sujets du quotidien qui sont rebelotes, toujours les mêmes et que ça vous apporte peut-être de la nouveauté, à réfléchir aussi sur de certains phénomènes de ce monde invisible et de toutes ces ouvertures que nous pouvons avoir effectivement pour communiquer avec l'autre côté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci de laisser vos petits commentaires. Moi, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Je ne sais pas encore de quoi on parlera la prochaine fois, mais je vais bien dénicher quelque chose. Mystère, légende, phénomène inexpliqué. On le découvrira lors de la prochaine vidéo. À très bientôt.